c'est Wargaming. Alors j'avais fait une première vidéo exposé de Mage Knight. Maintenant, je vais vous faire donc une conquête totale en solo. Voilà, donc en fait, quand vous commencez une partie de Mage Knight, la première chose à faire, c'est quand même de choisir un scénario. Donc là, je vais prendre la conquête solo, hein, qui va être en 6 manches, 3 jours, 3 nuits. On va essayer de ne pas faire d'erreur, hein. Comme je vais vous parler en même temps, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué de jouer efficacement et de vous expliquer tout ça. Mais bon, on va essayer. On va voir si on va rouler sur la map ou se faire casser la bouche devant tout le monde. Nous allons voir ça très vite. Donc la première chose, c'est ce que je disais, choisir un scénario. Donc je vais vous faire la mise en place rapide, même si j'ai déjà fait une petite mise en place du jeu. Je vais vous montrer tout ça. J'ai déjà choisi mon Mage Knight. J'ai choisi Norowas, voilà. Donc ça c'est une figurine que j'ai peinte moi, que j'ai achetée sur Etsy. Vous pouvez admirer ma qualité de peinture si vous voyez bien la figurine. Apparemment le zoom automatique ne fonctionne pas. Bon, on va faire avec. Je suis pas un professionnel des vidéos, d'ailleurs c'est pour ça que j'en fais un petit peu pour tester tout ça. Donc Norowas, c'est le Mage Knight, on va dire le diplomate, le commandant d'unité. On va dire ça comme ça. J'aurais pu en choisir un autre, mais bon voilà, on va jouer avec Norowas. Donc vous voyez, là alors là-bas vous voyez les tuiles royaume, je vais vous expliquer comment on fait pour les sélectionner pour un scénario. J'ai choisi mon scénario. Là vous avez ma zone de jeu avec le deck de Norowas, ses compétences. Les compétences pour les monstres, Ombre de Tesla, la Légion oubliée et les élémentalistes. Alors ça c'est une variante que je fais, parce qu'il faut savoir qu'à Mage Knight, déjà à chaque partie, chaque scénario, vous pouvez le refaire X fois, ça sera jamais le même, mais en plus vous pouvez ajouter des variantes pour diminuer ou augmenter le niveau de difficulté du scénario. Donc là moi je vais jouer avec tous les jetons de toutes les extensions. C'est pour ça que j'ai récupéré ce petit encart de récapitulatif, parce que les monstres de Légions oubliées, en fait, des ombres de Tesla, ils vous donnent ou ils vous lootent quand vous arrivez à les vaincre des petits objets magiques qui vous permettent ensuite de les utiliser ou de gagner de la gloire ou de le dépenser en tant qu'influence. On reviendra dessus le moment venu. Donc voilà, là nous avons quoi? Noroas, son deck de cartes, sa carte héros avec dessus ses jetons boucliers, ses jetons plutôt commandants, avec sa main de départ, donc 5 cartes. Je sais pas si vous voyez bien, hop, 2 d'armure, là vous avez son premier jeton de commandement pour pouvoir recruter une unité, là vous avez ses petits boucliers avec son blason, c'est un marqueur de jeu, là vous avez ses compétences, là vous avez les cristaux de mana, les larmes de sang que j'utilise pour blesser mes unités, les fameux jetons monstres avec les jetons récompenses et les jetons ruines, les tuiles, et là-bas vous avez tout le plateau de jeu. Donc vous avez les tactiques là-bas, les artefacts, les sorts, les actions avancées, les unités élites et régulières, la source, le jeton horde de jeu. Là vous avez le système pour monter les niveaux, les unités et les dizaines, pareil pour les points de gloire, la réputation, et ici juste sur ma droite, toutes les petites cartes récapitulatives des sites d'aventure, etc. De tous les sites en fait que vous pouvez trouver dans une partie de Mage Knight, enfin rencontrer plutôt. Donc voilà, donc on va faire rapidement la mise en place du jeu. Donc on va dire les premières choses à faire, on a choisi notre scénario. On va commencer par déterminer la source. Donc la source, c'est toujours 2D plus le nombre de joueurs. Donc là, je suis en solo, ça fera 3D. Donc je lance ma source. Voilà, j'ai un noir. Le noir, il va être éliminé puisqu'on commence de jour. On ne peut pas utiliser le mana noir pendant la journée. Et j'ai un rouge et un blanc. Voilà, ça va constituer ma source. Il faut savoir que la source, quand vous le lancez à chaque début de manche, et que à ce moment-là, si vous avez plus de 50% des dés qui sont pas de couleur fondamentale, donc si par exemple j'aurais lancé et que j'aurais eu 2 dés noirs et un dé rouge, j'aurais relancé les 2 dés noirs, j'aurais gardé le dé rouge.
et j'aurais lancé les 2 dés noirs jusqu'à ce que j'ai 50% ou plus de couleurs fondamentales. Voilà. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Conquête solo, donc ça vous fait un petit descriptif du scénario avec ses règles spéciales, etc. Je vous passe les détails, hein, il suffit de lire les règles, mais en gros, on a la forme du plateau qui est important, pyramide, ce qui veut dire que la tuile de départ, on va commencer sur la face A. Vous voyez, là, c'est la face B, donc c'est pas la bonne. On retourne et nous avons la face A. Donc on va la poser sur notre zone de jeu ici. C'est notre tuile de départ. Important, ça, la forme du plateau. Tuile campagne 7, ça veut dire qu'on a 7 tuiles campagne. Voilà, je prends les tuiles campagne, je vais en piocher 7 au hasard là-dedans. Je mélange brièvement, j'en pioche 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Hop. On range les tuiles dans son insert. Tac. Donc ça sera mes tuiles de campagne. Ensuite, on va piocher des tuiles en royaume. Sachant qu'il y a 2 cités. Donc on va sélectionner, ça c'est le camp de Volcar, je crois. Voilà, bon, on l'élimine. Ça, ce sont nos 4 cités. Donc on va les mélanger au hasard. On va en piocher 2. Voilà, hop, allez, 1, 2, paf, voilà. Ensuite, on va prendre 2 tuiles royaume sans cité, comme l'indique le scénario. Donc, on mélange brièvement et on en pioche 1 et 2. Hop, voilà. On remet tout ça dans notre insert. Et on dégage ça. Donc évidemment, il faut remélanger les tuiles royaume. Voilà. Hop. Voilà. Et vous mettez les tuiles royaume en dessous de la pile et les tuiles campagne sur le dessus. Voilà, vous avez votre pile pour la partie. Donc là, les règles spéciales concernent la façon dont vous allez gérer les cartes tactiques avec le joueur fantôme, puisqu'il va y avoir qu'en solo vous jouez avec un joueur fantôme qui est une sorte de sablier. Il faut imaginer que par exemple il y a des éléments perturbateurs sur le royaume, ou même d'autres Mage Knight, ou une force obscure qui est là pour vous empêcher de remplir vos objectifs. Mais la vérité c'est qu'il sert de sablier, donc voilà, il donne un timing un petit peu, un tempo à la partie. Il peut être très pénible, donc il faut jouer avec. Donc vous pouvez pas trop temporiser à Mage Knight. C'est parfait en fait, c'est une très bonne idée. Après, pour les débutants, je leur conseille au début de jouer sans le joueur fantôme. Moi, c'est ce que j'avais fait parce qu'il me saoulait. Et ensuite d'incorporer le joueur fantôme. Vous verrez tout de suite que c'est quand même beaucoup plus intéressant avec le joueur fantôme. Vous avez le niveau des cités, alors c'est niveau 5 et niveau 8. Moi, je vais utiliser la variante, je vais augmenter les cités d'un niveau 6, donc la première, et niveau 9 pour la deuxième. Voilà. Et puis après, vous avez des petites explications sur le décompte final pour calculer votre score, que vous ayez rempli votre scénario, que vous ayez fait un scénario victorieux ou pas. Bon, évidemment, là, c'est simple, il suffit de conquérir les 2 cités. Voilà. Voilà, donc voilà pour la mise en place. On va continuer la mise en place tranquillement. Donc, c'est pas bien méchant. D'abord, choisir un joueur fantôme. Vous pouvez ou choisir un joueur fantôme ou le piocher au hasard. Moi, il y a 7 Mage Knight, donc je vais lancer un dé. Et suivant le numéro, je vais savoir quel Mage Knight va être le joueur fantôme. Donc voyons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, hop, 3, 1, 2, 3, ben ça sera Aritea. Donc je prends Aritea, je prends son deck de cartes. Sa carte, je la mets dans un coin, là où il y a l'emplacement du joueur fantôme sur mon super playmat d'Etrigan. Ça, c'est ses compétences. Je vais les récupérer pour le mettre avec le reste des compétences. Les récapitulatifs de compétences, comme je vous ai expliqué, parce qu'on peut, sous certaines conditions, quand on monte de niveau, récupérer des compétences du joueur fantôme, enfin d'un autre Mage Knight en l'occurrence, mais là c'est le joueur fantôme. Ensuite on va prendre son deck de cartes qu'on va brièvement mélanger pour faire sa pile
de cartes. Voilà, on coupe et on le place, hop, là où il y a le deck du joueur fantôme. On prend son jeton ordre de jeu qu'on met juste après le nôtre, qui va nous servir pour les ordres de jeu au cours de partie. On a besoin de quoi encore? Et bien des compétences d'RITA, voilà, que je vais mettre à côté de sa carte. Donc, autre petite particularité du joueur fantôme, c'est que là, vous voyez, vous avez des couleurs de cristaux. Nous avons du rouge et du blanc, enfin 2 rouges et un blanc. Ça va donner un peu la vitesse de pioche du joueur fantôme, je vous expliquerai le moment venu. Donc on prend 2 cristaux rouges et un cristal blanc, voilà, qu'on met sur la carte. Donc là on est pas mal. Ritea à son slot, on revient dans ma boîte. Hop. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Il faut piocher les offres. Donc vous avez les unités, les actions avancées, les sorts. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors là c'est pareil en général. Les actions avancées et les sorts c'est toujours 3 cartes. Les unités c'est toujours le nombre de joueurs plus 2 comme les dés de mana. Et après vous avez éventuellement les monastères. Donc ça si ça arrive, je vous expliquerai en fait. On rajoute à l'offre des unités des offres actions avancées qu'on peut acheter dans les monastères. Mais ça c'est quand on découvre des monastères. Donc on reviendra dessus si le cas se présente. Donc on va commencer par les sorts. Voilà, restauration, mur de flamme, tourbillon, là on va faire les actions avancées, diplomatie, boule vivifiante, très bonne carte, et héritier démon, excellente carte de déplacement. Les unités régulières, alors au début on n'a que des unités régulières, on n'a pas d'unités d'élite. Pour avoir des unités d'élite, il faut découvrir des tuiles royaume. On a des arbalétriers du thème, des gardes du thème, et des illusionnistes. C'est pas trop mal, un choix intéressant. Donc voilà, pour la mise en place. Et la dernière chose à faire, bien sûr, c'est de relever les 2 premières tuiles campagne. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, on met les 2 tuiles campagne comme ceci. On en retourne une. On la place, vous avez toujours un petit numéro et une lettre. En général, c'est un petit numéro. Vous voyez là, par exemple, il y en a un. Je sais pas si vous voyez, c'est le 10. Et il faut le mettre dans le même sens de lecture que la petite lettre A ou B, ça dépend quelle phase vous utilisez de votre tuile de départ. Donc vous le mettez simplement dans le sens de lecture et il faut que les ronds et les étoiles correspondent aux ronds et les étoiles de la tuile précédente. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est très simple. Paf. Voilà, l'autre on va faire exactement pareil. Voilà. Paf. Là on va placer en gros, on va observer en gros qu'est-ce qu'on a sur notre map. Donc on peut voir que nous avons déjà une tour de mage ici, qui est dans des terres désolées. Un donjon, site d'aventure. Là nous avons une forteresse. Sur encore des terres désolées, nous avons encore une forteresse ici. Là nous avons un site d'aventure, c'est une antre. Et là nous avons un autre site d'aventure qui sont des ruines. Alors il faut savoir que les ruines, là je vais les découvrir. Je vais pas les placer face cachée. Parce que la journée, quand vous découvrez, enfin quand sur la map il y a une tuile qui se présente, la journée, vous voyez ce que c'est. Si c'était la nuit, non, il aurait fallu se déplacer dessus pour voir ce que c'est. Et donc là, voilà, si vous arrivez, vous rentrez dans la ruine pour votre action du tour et que vous combattez les 2 jetons violets, les 2 jetons ennemis violets que vous arrivez à les vaincre, bien sûr, vous gagnez en récompense un sort et une action avancée, c'est pas mal du tout. Bon, c'est costaud pour un début de game, mais vous voyez, par exemple, j'ai pas d'ennemis errants là, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est pas bien grave. Voilà, pour la mise en place. Donc déjà, avec la mise en place, là, vous pouvez déjà vous projeter un peu sur qu'est-ce que vous allez faire sur la map. Vous allez placer votre magnifique héros qui va se téléporter, non pas vraiment ça, enfin qui va franchir le portail magique pour arriver dans l'Empire Atlante. Voilà. Et donc on va se frayer un chemin jusqu'aux cités, on va monter de niveau, recruter des unités pour essayer de gagner le scénario, tout simplement. Voilà. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est le début de la manche. Donc moi, je vais mettre un petit dé soleil sur
le marqueur manche 1 de mon playmat pour dire qu'on a commencé la manche 1. C'est très pratique ça, parce que des fois vous oubliez à quelle manche vous êtes à force de réfléchir. Vous pochez 5 cartes, hein, parce que j'ai une limite de 5 cartes au début, qui est indiquée par ce petit jeton, voilà. Donc tant que je suis niveau 1 et 2, vous voyez, je pioche 5 cartes. C'est ma limite de main. Donc 2, 3, 4, 5, voilà. Là, je vais récupérer les tactiques de jour. On a toujours une carte tactique par manche qui nous donne un petit bonus à chaque manche. Les règles spéciales du scénario stipulent que c'est moi qui choisis la carte tactique en premier et le joueur fantôme après, donc je vais en profiter pour choisir une carte. Mais avant de choisir sa carte, évidemment, on regarde sa main, hein, toujours. Ça paraît, en fait, c'est logique quand on y pense, mais je sais que certains joueurs, des fois, choisissent leur carte tactique avant de regarder leur main. Et c'est très important de regarder sa main avant, parce que là, il faut tout de suite que vous vous projetiez en fonction des offres de sorts, des offres des actions avancées, des dés de mana qu'il y a dans la source, des offres des unités et de qu'est-ce qui est présent sur la map. Ben voilà, il faut que vous établissiez un départ intéressant. Vous voyez, là j'ai 2 cartes de mouvement par exemple, c'est bien pour le début. J'ai de l'attaque et de la parade, bon. Et j'ai la cristallisation qui est une carte spéciale qui vous permet de cristalliser du mana pour la mettre dans votre réserve. Parce qu'à Magi Knight, vous avez 3 façons d'avoir du mana. Vous pouvez utiliser un dé de la source par tour. Vous pouvez utiliser un cristal que vous avez stocké dans votre réserve de X façons, et vous pouvez aussi utiliser des jetons mana qui eux, au contraire des cristaux, ne se stockent pas, c'est-à-dire que si à la fin d'un tour vous n'avez pas utilisé votre jeton mana, ben, il disparaît. Et les jetons mana, c'est pareil, vous les obtenez de X façons d'effets de jeu qui vous donnent des jetons mana. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, c'est pas assez bien, c'est beau, c'est super. Alors je peux me diriger par exemple vers la magnifique tour de mage, mais ça risque d'être coton, hein, là je suis bas niveau, ou je peux me diriger vers la magnifique forteresse. C'est au choix. Ce qui est bien dans la forteresse, c'est que je vais pouvoir recruter des gardes du Thelme, par exemple. Si j'arrive à vaincre et à la conquérir, ça me donnera aussi des cartes en plus dans la main. Je sens qu'on va morfler dès le début, là, parce qu'il n'y a pas d'ennemis errants, c'est un petit peu embêtant. Donc comme carte tactique... Je pense qu'on va prendre un départ flamboyant qui va me permettre de piocher 2 cartes supplémentaires. Voilà, donc je sélectionne ma carte, je tire immédiatement les 2 cartes supplémentaires. Ça c'est pour me donner plus de punch, vous voyez, pour aller sur la forteresse. Ou peut-être sur la tour de mage, suivant les cartes que je pioche. Mais je suis plus intéressé par la forteresse, surtout qu'après il y a quand même... une très belle site d'aventure qui sont les ruines, donc en gros si j'arrive à aller dans la forteresse, vaincre, recruter et ensuite me faire eux, ça serait un départ pas trop mal. Même si ça va me prendre pas mal de temps. Ensuite je fais le joueur fantôme, là pour celui je lance un dé, il fait 1, première carte, faux départ, alors vous voyez, valeur de 2, moi j'ai une valeur de 5, donc j'ai évidemment une carte tactique beaucoup plus intéressante, mais par contre 2 ça veut dire qu'il va commencer avant moi. Donc je mets la carte faux départ à côté de sa carte personnage, hein, la carte du Mage Knight, et je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est très important de vous le montrer, mais vous voyez mon jeton hors de jeu était devant, comme lui il va commencer, je mets Aritea devant pour lui montrer que c'est elle qui commence la partie, et les autres cartes tactiques, je les stocke. Voilà, pour la prochaine manche de jour. Bah, c'est au joueur fantôme, donc je vais piocher. Alors quand voilà, je vais mettre ça là, voilà. Vous voyez bien, donc là c'est la pioche du joueur fantôme. On pioche toujours 3 cartes quand le joueur fantôme joue. Donc j'en pioche 1, 2 et 3. On va voir si c'est un vilain. Et là j'ai la dernière carte, la 3e carte est verte.
Et donc je regarde les cristaux de mana qu'il a en stock. Vous voyez, il a 2 rouges et un blanc, enfin Aritea, elle a 2 rouges et un blanc. Donc je pioche pas de cartes supplémentaires puisque la 3e carte était verte et qu'il n'y a pas de mana vert, enfin de cristal vert dans sa réserve. Si j'avais pioché une carte blanche, ben, j'aurais pioché une carte supplémentaire. Ou si j'avais pioché une carte rouge, j'aurais pioché 2 cartes supplémentaires. Voilà. Bon, une fois que vous avez pioché les cartes supplémentaires, même s'il y a une couleur identique aux couleurs dans sa réserve, ça s'arrête là. Hein. Vous ne piochez pas indéfiniment des cartes, hein, bien sûr. Donc voilà, ça c'était pour le joueur fantôme. Donc là c'est à moi de jouer. Donc là je vais voir les cartes que j'ai pris grâce à mon départ flamboyant. Rajeunissement, qui fait du soin et du mouvement. Donc bon, c'est pas génial. J'ai un peu trop de cartes de mouvement à mon goût, mais bon, on va faire ce qu'on peut avec ça. Moins, mais on va attaquer direct, hein, je crois. Donc on va faire un mouvement 2-2 et 2-4 et une carte inclinée qui font 5. Donc là, vous voyez, j'utilise ballottement mes cartes de mouvement avec leur effet de base, donc l'effet du dessus, sans booster avec un mana de couleur. Et je fais donc 2 et 2-4 de mouvement. Alors, à savoir que dans Mage Knight, n'importe quelle carte peut être jouée inclinée pour donner un de mouvement, un d'attaque, un de parade ou un d'influence. Donc 2, 2, 4, 5, je fais 5 de mouvement. Les plaines, là ça c'est une plaine, ça coûte 2 de mouvement, mais je fais 2. Et là la forteresse est sur une colline, ça fait 3 de mouvement, donc j'ai pile poil ce qu'il faut. 3 et 2, 5, je prends d'assaut la forteresse. Ah oui, alors avant quand même, ça serait bien de voir ce que c'est, voilà, mais bon tant pis. Hop, ce sont des arbalétriers du Thelme. À savoir que quand on attaque un site fortifié, on perd toujours 1 point de réputation, donc c'est ce que je fais, voilà, je baisse ma réputation de 1. Vous le voyez pas, mais c'est ce que je viens de faire. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Descriptif d'unité rapide. En haut, on a sa valeur d'armure qui est de 4, ça veut dire qu'il faut que je fasse 4 ou plus d'attaques pour en venir à bout. Ça, c'est son attaque à lui, il fait des attaques de 4. Et ça, c'est les points d'expérience qu'il rapporte. Donc il rapporte 3 points, pas d'expérience, dans Mage Knight, c'est la gloire. 3 points de gloire. Et là, il a une petite compétence qui s'appelle Swiftness, enfin en français rapidité. Donc il est vif ou vif, je sais plus, je crois que c'est vif plutôt. Ce qui fait que dans la phase de parade, il double sa valeur d'attaque, que pendant la phase de parade. Parce qu'à Mage Knight, le combat que je viens d'engager là pour mon action du tour, j'ai fait à Mage Knight, c'est mouvement-action. Une fois que vous avez fait votre action, par exemple, vous ne pouvez pas vous redéplacer. Phase de mouvement, phase d'action. Et l'action, ça consiste en général ou à un combat ou à interagir avec un site. Il peut y avoir des exceptions, mais en gros, c'est ça. Et ensuite, le combat, il y a 4 phases dans le combat. C'est-à-dire la phase d'attaque à distance et de siège, où vous pouvez lancer des attaques à distance et de siège avant que l'ennemi réagisse. Ensuite, vous avez la phase de parade, où là, vous devez parer l'attaque de l'ennemi, puisque c'est à ce moment-là qu'il contre-attaque, ou qu'il attaque. Ensuite, vous avez la phase d'assignation des dégâts, c'est-à-dire que si vous n'avez pas paré les attaques pendant la phase de parade, ben vous prenez des dégâts. Et ensuite, vous avez la phase d'attaque, où là, vous pouvez vous déchaîner. En gros, vous pouvez attaquer avec tout type d'attaque, que ce soit des attaques à distance, de siège, des cartes inclinées, enfin des attaques normales, voilà. Vous pouvez tout utiliser, c'est la dernière phase du combat. Donc là, pour le parer, vous voyez, donc attaque à distance et de siège, ben, j'en ai pas, hein, c'est tout vu. En plus, attention, c'est un site fortifié, donc par défaut, il gagne la compétence fortifiée. Donc lui, en plus, il est fortifié, ça veut dire que je n'aurais pu faire que des attaques de siège, pas d'attaque à distance. Bon, hélas, j'ai pas 4 d'attaques de siège, hein, avec mes cartes disponibles que j'ai en main. Donc c'est ça, voilà, la phase d'attaque à distance et de siège, elle passe. Donc maintenant, il faut que je fasse la phase de parade, voir si je peux le parer. Donc il faut que je fasse 8, puisqu'il a rapidité. Il double sa valeur d'attaque pendant la phase de parade. Alors j'aurais éventuellement pu
arriver à 8, mais dans ce cas-là, je n'aurais pas pu le tuer, quoique même pas, parce que j'ai pas de mana bleue, donc voilà, c'est mort. Donc je vais devoir encaisser les 4 de dégâts. Donc on passe à la phase d'assignation des dégâts, j'ai 4 de dégâts. Alors comment ça va se passer? Là, j'ai pas d'unité, donc je peux pas attribuer de dégâts à une unité, donc je prends tout dans la gueule. Je regarde ma valeur d'armure. Je prends sa valeur d'attaque, je fais 4 divisé par 2, qui est ma valeur d'armure, ce qui fait 2, je prends 2 blessures. Alors évidemment, si par exemple il avait eu 5 d'attaque, j'aurais divisé par 2, ça aurait fait 2,5, vous arrondissez toujours au chiffre supérieur, donc ça aurait fait 3, j'aurais pris 3 blessures. Ok. Voilà, tout simplement, ça fonctionne comme ça, vous voyez, c'est très simple. Bon, là, c'est un cas d'école, je dirais presque, hein, mais voilà. Donc, je me prends 2 blessures dans la gueule. Donc, je pioche 2 cartes blessures. Voilà, que j'ajoute à ma main. Donc, nous avons fait les 3 premières phases du combat. Les 3 premières phases du combat. Maintenant, il faut que j'essaye de le tuer. Alors, vous voyez, il a une armure de 4. Donc, pour le tuer, il faut que je fasse 4 ou plus de dégâts. Ça tombe bien, j'ai une rage que je vais booster. Alors vous voyez, particularité de Mage Knight, la rage, elle vous donne attaque ou parade 2. Voilà, de base, vous jouez la carte, ça vous donne ou une attaque ou une parade de 2, mais si vous le boostez en rouge, ça vous fait une attaque de 4, ce qui est pile poil, c'est la valeur d'armure des arbalétriers du thème. Et donc je les envoie à Patresse. Voilà. Alors là, j'ai vaincu, bien sûr. Ça ne veut pas dire que mon tour est fini. Là, par exemple, vous voyez, j'ai rajeunissement qui permet de me soigner. Donc je peux, à la fin du combat, faire d'autres choses. Hein. Par exemple, si j'ai des cartes qui me font gagner des cristaux ou quoi, une fois que le combat est terminé, vous pouvez continuer à jouer des cartes qui sont vous, comment dirais-je, qui sont ni du mouvement, ni une action. Voilà, faut pas que ce soit faut pas que vous vous déplaciez. Hein. Bien sûr, vous pouvez plus vous déplacer une fois que la phase de mouvement est terminée et que vous avez fait votre action. Mais par contre, vous pouvez utiliser tout un tas d'effets grâce à des cartes ou autres qui permettent de vous soigner, de gagner du cristal, voilà, etc. De piocher des cartes ou autres. Ça peut être des effets très très variés. Donc là, je réfléchis à faire mon rajeunissement. Alors c'est con parce que si j'avais du mana vert disponible, j'aurais fait soin 2, j'aurais immédiatement soigné mes 2 blessures à la fin du combat. Or, si je fais que le soin, truc de base, c'est pas top. Alors j'hésite, mais ouais, si je veux aller... Bon, je vais rester là, je vais réfléchir un petit peu. Donc voilà, je fais rien d'autre. J'ai 5 cartes en main, donc ce sera ma limite de main. Paf. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, par contre, il me fait gagner 3 points de gloire. Donc je monte de 3 points mon échelle de gloire. 1, 2, 3. Et il se trouve que quand j'arrive à 3 points de gloire, je monte d'un niveau. Je passe niveau 2. Paf. Donc je monte mon petit jeton au niveau, là, sur mon playmat. Lui, ben, il part dans les limbes. De la pioche un jeton ennemi. Je prends aussi un petit bouclier pour marquer la forteresse, pour dire que je l'ai conquise. Le dé mana de la source que j'ai utilisé, je le relance. À l'aide encore du rouge, je le remets dans la source. Hop, les cartes que j'ai dépensées, ben, je les mets dans la défausse. Et je fais ma montée de niveau. Alors, comme c'est un niveau pair, je vais gagner une compétence parmi 2 que je pioche dans la pile de compétences de mon Mage Knight, plus une carte action avancée. Et en plus de ça, je révèle aussi une compétence du joueur fantôme. Ah bah celle-là, c'est une compétence compétitive, donc je vais la mettre de côté, hein, je l'élimine. J'en prends une autre, voilà. Alors cette compétence-là, en fait, vous pouvez pas la sélectionner à ce tour-là, enfin à cette montée de niveau-là plutôt, mais à la prochaine fois que vous montez de niveau, vous aurez le droit de choisir cette compétence au lieu d'une des 2 compétences que vous avez piochées dans votre pile. En contrepartie,
L'action avancée que vous allez choisir, ce sera toujours celle la plus basse sur la comment dirais-je, la chaîne des actions avancées. Vous savez, vous avez 3 cartes, 1, 2, 3, vous devez prendre celle qui est la plus basse. Vous n'avez pas le choix vous n'avez pas le choix. Hop. Donc moi je regarde ce que j'ai pioché. Alors, ou du mana, ça tombe bien, je peux avoir du mana vert, c'est pas mal. Alors l'autre compétence, alors ça c'est une carte, vous voyez, une compétence qui s'utilise qu'une seule fois par manche. Hein. Une fois que vous l'avez utilisée, vous retournez la tuile et voilà, c'est terminé. Mais ça vous fait gagner un mana vert et un cristal blanc. Je crois que je vais prendre ça parce que j'ai pas de mana vert dans la source et il faut que je me soigne. Et ça, je crois que ça vous permet de booster les attaques quand vous avez des slots occupés, je crois. Je sais plus exactement ce que c'est. C'est charisme. Ouais, c'est quand on active une unité, voilà, quand on active une unité, on peut booster ou son attaque à distance, ou son attaque normale, ou sa parade. Quels que soient les éléments. Ouais, c'est pas mal, mais je vais pas prendre ça, je vais plus reprendre un petit peu de mana d'entrée de jeu. Donc je la pioche, je la mets là. Hein. Bon, moi j'ai un playmat, voilà, où vous pouvez... il y a des emplacements prévus pour les compétences. Ça, je le mets dans la zone de compétences communes, mais je ne pourrai plus jamais la sélectionner par contre. Autant je pourrais sélectionner celle d'Aritea, autant celle-là, moi je pourrais plus la sélectionner. Voilà. Ensuite, je prends une carte action avancée, ça va être vite vu, je vais prendre la boule vivifiante qui ou me permet de gagner un cristal blanc ou d'avoir une attaque à distance de 4, ce qui est très très intéressant. Donc je prends ça, voilà, paf. Là, je viens de sélectionner la carte qui était là dans les actions avancées, je fais glisser vers le bas et j'en pioche une autre. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc si j'avais pris celle du bas, j'aurais tout fait glisser vers le bas, j'en aurais pioché une autre. Les sorts, c'est la même chose. Les unités, non, elles se renouvellent pas à chaque fois que vous en sélectionnez une. Voilà, voilà. Donc là j'ai fini, j'ai fait ma montée de niveau, j'ai capturé la forteresse. Vous voyez, j'ai 2 et 2, 4, 5 cartes en main, donc normalement ma limite de cartes en main est déjà... j'arrive à ma limite de cartes, normalement je ne pioche pas de nouvelles cartes. Mais autant la forteresse donne pas de récompense quand on vient de la conquérir, autant elle donne un bonus de cartes en plus quand vous piochez vos cartes. Donc là ça me fait un bonus de +1. En gros la forteresse c'est ça. Quand vous êtes sur une de vos forteresses, ou adjacent, donc une case adjacente à l'une de vos forteresses, votre limite de cartes en main est augmentée de 1 par forteresse vous appartenant. Donc si j'ai eu 3 forteresses, là, j'aurais eu 3 cartes en plus. Vous voyez, c'est assez intéressant. Donc je vais quand même piocher une carte en plus. Et je sais que c'est la carte blanche, là, vous voyez, boule vivifiante que je viens de sélectionner, parce qu'à chaque fois qu'on choisit une nouvelle carte, que ce soit un sort, que ce soit une action avancée ou un artefact, même en général, elles viennent se mettre sur le dessus de votre deck, donc vous savez, elles sont immédiatement disponibles. Voilà, donc là j'ai fini mon tour. Je vais faire le tour du joueur fantôme. Aritea, on va voir ce qu'elle fait. Pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. C'est du bleu, elle n'a pas de bleu, donc elle reste tranquille. C'est un peu paumé au début de partie, elle avance pas fort. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce que j'aimerais faire, là, c'est recruter, bien sûr. Mais malheureusement, j'ai pas de recrutement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais immédiatement activer ma compétence pour gagner un cristal blanc que je mets dans ma réserve. Vous voyez, les cristaux, on les stocke et on les garde indéfiniment. Vous pouvez pas avoir plus de 3 cristaux de la même couleur, quoi. Donc si vous avez 3 blancs, voilà, si vous gagnez un nouveau cristal blanc, il sera perdu. Et un jeton vert. Vous voyez, ça me fait aussi gagner un jeton vert. Donc vous voyez la différence, les jetons. Voilà, moi j'ai acheté des jetons sur Ed6 pour les différencier des cristaux, mais en gros le jeton, il faut que je l'utilise tout de suite à ce tour. Parce que si par exemple je le garde de côté à la fin du tour, il est perdu. Voilà, pouf, il revient dans la... Et je l'aurais pas utilisé. Ce que je vais faire, c'est ça. C'est faire un soin de 2 grâce à mon rajeunissement.
et je détruis les 2 cartes blessures que j'ai pris au combat précédent. Voilà, je les remets dans la pioche, enfin dans le deck blessure. Alors ça, c'est pas une action, vous voyez, voilà, j'ai joué ça. Maintenant, je fais ma phase de mouvement. Et malheureusement, j'ai pas de mana bleue dans la source. C'est très embêtant, parce qu'il me faut quand même 3 de mouvement pour arriver là. Et j'aurais aimé recruter avant. Ça, j'aimerais le garder pour le combat à venir. C'est pas top du tout. Ouais, je pourrais faire 2 et un 3 pour aller sur la... Mais j'ai pas recruté, et pour recruter, il me faut au moins 5 points de... Donc tant pis, je vais temporiser. C'est pas très très bon de temporiser à Maginite, mais comme Maritea a pas pioché beaucoup de cartes, c'est ce que je vais faire. Vous voyez, hop, ça dégage. Ça va dans ma défausse. Je pioche donc, j'ai 3 cartes en main. J'en pioche jusqu'à ma limite de cartes, donc 5, 3, 4, 5, plus le bonus de ma forteresse, 6. Voilà. Je fais le joueur fantôme. 1, 2, et 3, c'est du bleu. Et elle n'a pas de cristal bleu, donc pas de carte supplémentaire. Et moi, qu'est-ce que j'ai pioché? Alors là, c'est intéressant parce que justement, j'ai de l'improvisation. Ça me fait de la... Comment dirais-je? De l'influence, donc je vais immédiatement faire ça. Je perds un peu de temps, mais bon, ça me permet de recruter avec un mana rouge. Ça, c'est une carte extrêmement versatile, improvisation. Hein. Il faut que je défausse une autre carte, par contre. Hein. Et ça vous donne toujours, dans son effet de base, 3 de mouvement, 3 d'influence, 3 d'attaque ou 3 de parade au choix. Hein. C'est un des 4. Et quand vous le booftez au rouge, la valeur est de 5. Donc c'est une carte qui coûte, mais qui est très très souple d'utilisation. Et je vais certainement me sacrifier d'un mouvement. Parce que je vais garder mes attaques pour le combat à venir, là, qui va être violent. Donc voilà, cette carte-là, je la défausse. Mais grâce aux 5 points d'influence, je regarde quand même, je vérifie que ma réputation me donne pas un malus ou un bonus. Donc là, je regarde, ça va, j'ai moins 0, donc c'est bon. Et j'ai pas de malus, et je récupère... Ah, j'aurais peut-être aimé récupérer... Ah, oui, il y a les arbalétriers du thème quand même, c'est quand même pas mal du tout, ça. Ah. Il me faudrait un point de plus. J'hésite. Comme ça, je vais vous expliquer vite fait comment on recrute des unités. En fait, là, j'interagis pour mon action du tour, j'interagis avec la forteresse. Et je dépense de l'influence pour acheter une unité, pour recruter une unité, puisque j'ai un slot là de libre. Mais malheureusement... Ouais. Mais vous savez quoi? Je vais jouer une carte inclinée en plus pour faire 6 d'influence, et à la place des gardes du Thelm, je vais récupérer les arbalétriers du Thelm. Alors comment ça se passe au niveau des unités? Là, vous avez son niveau, qui est donc un niveau 2, qui vous donne une idée de sa puissance, et surtout le coût en points de soin, si vous avez besoin de la soigner. Donc là, elle a 2 en niveau, donc ça veut dire que si elle est blessée, il faut que je dépense 2 de soins pour pouvoir la soigner. Là, vous avez son coût en influence, donc il faut que vous dépensiez 6 d'influence pour la recruter. Là, vous avez son armure, c'est le nombre de dommages qu'elle peut absorber. Et donc si elle absorbe, donc voilà, elle peut absorber jusqu'à 4 points de dommages avant que les dommages suivants se répercutent sur d'autres unités ou sur vous-même. À savoir que même si elle absorbe qu'un point de dégâts, elle va quand même être blessée. Un Mage Knight, l'armure sert juste à absorber les dégâts, mais vous êtes quand même blessé. Là, c'est les sites où elle peut être recrutée. Donc vous voyez, elle peut être recrutée dans les tours, donc les forteresses plutôt, là où je suis dans une forteresse, et dans les villages. Et après, vous avez son nom, hein, arbalétrier du thème, et ses compétences ici, enfin on peut dire ça, ses compétences. Donc elle a 2 compétences, donc quand vous activez l'unité, vous utilisez une des 2 compétences. Donc là, ça vous propose ou une attaque ou une parade de 3, et sinon c'est une attaque à distance de 2. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai recruté, c'est pour son attaque à distance.
Voilà, vous la mettez là, elle est disponible immédiatement. Donc là, j'ai fini mon tour. Je relance le dé rouge. Voilà, c'est du blanc. Donc je le remets dans la source. Ça disparaît dans ma défausse. Et je pioche donc 3, 4, 5, plus le bonus de ma forteresse, 6. 1, 2, 3, voilà. Bon, c'est au joueur fantôme de jouer. 1, 2 et 3. C'est du rouge. Elle a 2 cristaux rouges, donc elle pioche 2 cartes. Donc là, elle accélère d'un coup. Voilà. Il lui reste pas beaucoup de cartes dans son deck. Donc moi, évidemment, le but, c'est d'essayer d'aller vaincre les 2 jetons ennemis violets qui sont là, ce qui risque d'être extrêmement dangereux, pour récupérer le sort et l'action avancée, bien sûr. Hein. Et continuer de ma montée de niveau. Donc déjà, il faut que je me déplace là-bas. Donc ça, c'est pas... Alors là, on est pas trop mal. Il faut avouer que c'est bien. Alors par contre, il me faut quand même du mouvement. Et il me faut 3 de mouvement. Je sais que je vais pouvoir faire une attaque à distance de 4 et de 6, par exemple. Donc j'ai une bonne chance de one-shotter, par exemple, un des individus suspects, hein, comment dirais-je, les mages d'élite, là, enfin les ennemis violets qui sont en général des ennemis axés magie, hein, c'est souvent des mages de glace, des mages de feu, des golems de feu, des golems de glace, enfin des sales bêtes, des familiers magiques, voilà. Je vais essayer de les mater. Cela dit, on va le faire en 2 fois, hein, parce que c'est un petit peu dangereux quand même, donc on va bien se préparer. Il me faut 3 de mouvement, sachant que je vais avoir le bonus de ma forteresse puisque je serai à côté. Tant pis, je vais pas réfléchir, je vais faire 2 et 2, 4. Voilà, j'arrive ici, je suis obligé de temporiser là, hein, parce que voilà, 2 et 2, 4, carte en main, ça dégage. Parce que la ruine est sur une colline, donc ça me coûte 3 de mouvement. Je pioche 2 cartes pour ma main de 6. Alors grâce à ma forteresse, hein, normalement j'aurais pioché qu'une carte, puisque ma limite de cartes en main est 5, mais comme je suis adjacent à ma forteresse, j'ai une bonus de plus 1. Aritea, elle pioche 3 cartes, donc voilà, là c'est ces 2 dernières cartes. Donc quand on arrive à ce moment-là, hop, vous voyez, là c'est vide, ça veut dire qu'au prochain tour, elle va annoncer la fin de la manche. Donc là il me reste ce tour-là, après elle annonce la fin de la manche, et je joue un dernier tour. Donc il me reste 2 tours. Voilà, pour vous expliquer rapidement comment ça se passe au niveau du joueur fantôme. Bon alors, ces individus-là, c'est la racaille violette. Qu'est-ce qu'on a de l'influence, c'est pas cool. Par contre, j'ai la célérité, ouais, je pense que c'est pas trop mal. Alors c'est con, on n'a pas de mana vert. Sinon, on aurait pu faire vraiment un carton plein, je pense. Mais je pense qu'on va quand même... faire des choses pas mal. Donc évidemment là, pour mon action du tour, je décide de rentrer dans la ruine. Donc voilà, ma phase de mouvement, je ne fais rien. Hop, je rentre dans la ruine. Je vais aller défoncer ces insolents là. Et j'affronte ce qui a marqué sur le jeton ruine, 2 jetons ennemis violets. Donc je me pioche 2 jetons ennemis violets, que voici. Et nous allons voir ce que c'est. Aïe 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 aïe. Oh putain. Bon, alors nous avons des sorciers et un golem de glace. Alors comment je vais vous expliquer ça? Alors par exemple là, le golem de glace, il est redoutable. Parce que bon, il a une attaque de glace de 2, donc c'est pas énorme, mais il a la capacité paralysante. Ça veut dire que s'il me touche, il me met KO direct. Enfin, il me met KO direct. Je défausse toutes les cartes que j'ai en main. Donc en gros, je peux pas encaisser ses blessures qu'il va me mettre. Et si j'attribue les 2 dégâts de glace à une unité, avec l'effet paralysant, il la tue immédiatement. Donc vous voyez, et c'est du costaud, hein, il a 4 d'armure, il est résistant physiquement et résistant à la glace. Donc pour le tuer, il va me falloir 8. Voilà pour lui. Et ensuite nous avons un autre individu, particulièrement les sorciers, des sorciers très puissants, vous voyez. Alors eux, ils ont 6 d'armure déjà, donc c'est assez violent. Ils sont immunisés aux arcanes, donc tout ce qui est effet autre que attaque ou parade n'a pas d'effet sur eux. Par exemple, si j'avais eu un effet qui empêche d'attaquer l'ennemi, ben ça aurait pas marché sur eux parce qu'ils sont
résistants aux arcanes. Ils ont une mauvaise attaque de 6 physique, donc c'est quand même assez élevé. Et ils sont assassins et empoisonnés. Assassin, ça veut dire qu'il me touche, moi, le Mage Knight directement. Je ne peux pas attribuer de dégâts à mes unités, avec l'attaque de cette unité. Et empoisonné, ça veut dire que si il touche une unité, bon là il peut pas parce qu'il est assassin, mais imaginons qu'il touche, j'attribue des dégâts à une de mes unités, il les blesse 2 fois. Donc je mets 2 blessures sur mes unités, ce qui faudra dire qu'il faudra que je les soigne 2 fois. Sachant qu'elle est niveau 2, il me faut 2 points de soin pour la soigner. Là, il m'en faudra 4 pour la soigner complètement, vous voyez. Et s'il me touche moi, et ben à chaque fois qu'il met une blessure dans ma main, il en met aussi une dans ma défausse. Donc vous voyez, c'est costaud. Là, je suis pas tombé sur les plus simples. Hein. Mais on va voir ce qu'on peut faire quand même. Donc déjà, le plus dangereux, évidemment, c'est lui, là. Avec son attaque de glace de 2 paralysante. Donc c'est pour ça que j'ai pris de l'attaque à distance, vous voyez, parce que je savais que j'avais la boule vivifiante que je pouvais utiliser. Là, en plus, j'ai célérité, et là, ça me fait encore de l'attaque à distance, donc j'espérais en one-shotter au moins un, voire les deux, avec un petit peu de chance. Cela dit, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, je peux faire combien, à mon avis? Je peux faire 4 et 3, 7. Et sinon, je peux faire 4 et 2, 6, 7, 8, 9 d'attaque à distance. 9, 10, 11 d'attaque à distance même. Ouais, lui, il va passer, hein, c'est un vilain. Ah, et 4 et 3, 7, ça suffit pas pour le... Ah si, je peux faire ça. 4 et 3, 7, 8, 9. Et lui, il faut que je le pare, quoi. Et ils vont me faire du mal, hein. Après, je peux faire juste 4 de parade pour le parer lui. Alors lui, il est assez facile à parer, mine de rien, parce que alors, je vous explique, comme c'est une attaque de glace, de 2, pour le parer normalement pendant la phase de parade, il me faudrait 2 de parade de feu, que j'ai pas. Ou de feu glacé, parce que le feu glacé, c'est le truc un petit peu ultime, on va dire. Donc si j'avais 2 de parade de feu ou de feu glacé, j'aurais pu le parer. Si j'ai pas ça, si j'utilise de la parade normale ou de la parade de glace, il me faut le double. En gros, ma parade va être divisée par 2, donc il me faudrait 4 de parade, divisé par 2, donc 2, pour pouvoir le parer. Donc on va peut-être le parer, si c'est possible. Je crois que ce n'est pas possible. Je réfléchis à qu'est-ce que je vais faire. Ouais, je peux le one-shotter, ça c'est clair, mais après je me tape l'autre qui va bien me massacrer, quoi. Alors ce qui est bien, c'est que je peux tous les tuer. Non, c'est pas sûr. Si je fais du rouge avec ça, là ça me fait 4. 1, 4, 5. Et là j'ai 4 et 3, 7. 8, 9. Donc je peux tuer lui, et après je pourrais pas tuer lui. Ah si. Ah non. Ah si, attendez. 4, 5, 6 si j'utilise pas la source de mana. Ça, j'en fais un rouge. Et là, j'ai 4 et 3, 7, 8, 9. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais activer ma boule vivifiante. Avec le cristal que j'ai gagné tout à l'heure, qui fait une attaque à distance de 4. J'ai utilisé un dé de mana de la source, vous voyez, le blanc, pour faire encore une attaque à distance de 3, vous voyez, boosté au blanc, avec ma célérité. Ce qui fait 4 et 3, 7, et je vais activer mes arbalétriers du thème pour faire une attaque à distance de 2. Donc cumulé, ça me fait 4 et 3, 7, 8, 9, vous voyez, 9 d'attaque, 9 divisé par 2, parce que je vise bien sûr le golem de glace, et donc 9 divisé par 2, ça fait 4,5, arrondi à l'inférieur, hein, dans ce cas-là, on arrondit toujours à l'inférieur, ça fait 4, et 4, je le tue, donc déjà je tue le golem de glace.
Par contre, je vais me prendre les mauvaises attaques de l'ami, là, quand même, qui est ultra violent. Alors, je peux pas attribuer, hélas, de dégâts à mon unité, parce qu'il est assassin, donc je me prends les 6 de dégâts. Moi, j'ai 2 d'armure, donc 6 divisé par 2, ça fait 3. Et comme il est empoisonné, donc là, il vient de me massacrer, hein, je me prends donc 1, 2, 3 dans ma main. Voilà. Et 1, 2, 3 que je mets dans ma défausse, puisque c'est une attaque empoisonnée. Donc vous voyez, là, il m'a fait très très mal. Mais, j'ai pas dit mon dernier mot. Maintenant, donc là, j'ai fait la phase d'attaque à distance et de siège. Vous voyez, j'ai one-shoté le golem de glace. Ensuite, il y a eu la phase de parade. J'ai pas pu parer l'attaque des sorciers. Donc je me suis pris dans la phase d'assignation des dégâts, les 3 blessures empoisonnées. Et maintenant, je fais la phase d'attaque où là, je peux me déchaîner. Donc là, je peux utiliser tout ce que je veux. Et avec ma concentration, je vais gagner un jeton mana rouge. Voilà. Comme ça, j'active ma rage qui fait une attaque de 4. Et je joue ces 2 cartes inclinées pour faire 5-6. Et 6, c'est la valeur d'armure des sorciers. Donc je les tue. Voilà. Et je garde mes 3 blessures en main. Voilà. On a pris cher. Hein. On a pris cher, mais on a capturé la ruine. Ce qui était le but du jeu. Donc là, c'est fini. Maintenant qu'on a fini notre tour, hein, là j'ai plus rien à faire. Hein. Si j'avais encore eu des cartes pour me soigner, par exemple, j'aurais pu continuer. Comment on fait? Alors en général, moi ce que je fais, c'est que je commence par 5 et 3. Je regarde combien j'ai gagné de points de gloire. Ils sont tous les deux, vous voyez, 5 et 5. Donc je gagne 10 points de gloire. Donc eux, ils retournent dans les limbes de la pioche des monstres. Et je monte de 10 points. Mince. On va le mettre derrière, puisque... J'ai vu ce que c'était. Je monte de 10 points, donc j'étais à 3 plus 10, je passe à 13, tout simplement. Donc je level up en plus, je passe un niveau, et je viens de gagner beaucoup de points de gloire, vous voyez. Maintenant je nettoie ma zone, donc le cristal il disparaît, hop, il revient là-bas, le jeton rouge pareil, le mana blanc que j'ai utilisé, je le relance, voilà, je refais du blanc, hop. Toutes les cartes que j'ai utilisées, elles vont dans ma défausse, voilà. Alors la première chose à faire, c'est les récompenses. Comme je viens de faire un site d'aventure, je vérifie si j'ai le droit à une récompense. Et c'est le cas, j'ai le droit à un sort plus une action avancée. Donc là, je vais récupérer un sort et une action avancée. Vu que j'ai pris cher, je vais prendre la restauration qui permet de me soigner, voilà, soin 3. Parce que là, j'ai quand même pris beaucoup de blessures, donc j'en profite pour prendre un sort de soin qui est très efficace quand on est dans une forêt. Et booster au noir la nuit, quoi. Vous pouvez carrément rendre disponibles des unités dont la somme des niveaux ne dépasse pas 5, ça peut être très très intéressant. Donc je me renforce niveau soin, vous voyez, que je mets dessus mon deck. Je fais glisser les sorts pour en piocher un nouveau. Et ensuite j'ai le droit à une action avancée, donc ça je vais le remettre dans les limbes de la pioche. Voilà. Et je prends une action avancée, et je vais prendre... Héritier démon pour avoir un peu de mouvement. Voilà. Qui est une excellente carte de mouvement. Pareil, je fais glisser vers le bas mes cartes actions, avancer et j'en pioche une nouvelle. Donc là, maintenant que j'ai fait mes récompenses, je fais ma montée de niveau. Bon là, elle est simple, ma montée de niveau, c'est juste un jeton commandement en plus. Hop, voilà, ça me libère un slot commandement. Et en général, quand vous faites ça, vous avez... Voilà, là, je suis passé d'armure de 2 à 3. Des fois, c'est les cartes qui augmentent, des fois, c'est l'armure. Là, c'est l'armure, donc... vous voyez, je suis niveau 3-4 maintenant, parce que là, je suis niveau 3. Voilà. Un niveau impair, donc c'est un slot, un jeton commandement. J'ai 3 cartes en main, qui sont des blessures, donc j'en pioche 2, puisque ma limite de cartes est de 5, mais je suis à côté de ma forteresse, j'en pioche 3. Vous voyez l'avantage d'être à côté d'une forteresse, voilà, il me reste 3 cartes, et je pioche mes 3 dernières cartes.
Là, c'est arrêté à jouer. Elle annonce la fin de la manche. Voilà, pof, je mets un marqueur. Donc il me reste qu'un tour. Donc, vous voyez, c'est pas si mal. Le souci, c'est que j'ai pas de mana vert. Donc ça, c'est très con. Donc je peux pas me soigner, vous voyez, c'est ballot. Donc on va avancer, hein, tout simplement. Alors je pourrais retourner sur ma forteresse pour re-recruter quelqu'un, par exemple, avec Noble Manière. Hein. J'aurais pu, voilà, pour recruter des gardes du Thème. C'est vrai que ça aurait été intéressant, mais je préfère avancer. Je peux faire qu'un mouvement de 3, donc c'est ce que je vais faire avec mon héritier démon. Et j'ai utilisé ces 2 cartes inclinées pour faire 2 mouvements supplémentaires pour révéler une nouvelle tuile campagne. Hop. Que je mets évidemment dans le sens de la lecture, si c'est possible. Voilà, c'est ça. Avec les ronds et les étoiles qui communiquent bien correctement. Voilà. Et j'ai fini ma manche 1 de jour. Alors quand même on regarde ce qu'il y a dessus, hein. Donc là on a un ennemi errant justement, donc voilà. Nous avons quoi comme ennemi errant? Nous avons un invocateur orc, lui c'est un vilain, je vous expliquerai, que je mets là où il y a les ennemis errants. Je sais pas si vous voyez très bien, parce que c'est vrai que je vais vous rapprocher un peu la map là vite fait pour la fin de la manche. Vous avez une mine de cristal rouge et une antre qui est un site d'aventure. Voilà, au moins vous voyez, voilà, j'ai fini ma manche. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette manche? J'ai pris 2 niveaux quand même. J'ai recruté une unité. J'ai réussi à faire une forteresse et une ruine. Donc j'ai réussi à recruter une action avancée supplémentaire plus un sort. Voilà, c'est pas trop mal hein, quand vous avez fait le premier. Alors j'ai pris beaucoup de blessures, hein, vous voyez, j'ai pris cher. Je me suis soigné une fois, j'ai repris cher juste après. Mais voilà quoi, j'ai bien optimisé mon temps. Donc comment ça se passe la fin de la manche? Déjà les cartes là, voilà, défaussées. Hop, vous les mettez dans votre défausse. Et là, la première chose à faire, vous passez à la manche de nuit. Je mets mon petit marqueur, hein, c'est pas indispensable, mais moi je joue comme ça. Et la première chose que vous devez faire, c'est retourner la tuile jour-nuit. Et vous passez de jour, vous relancez les dés de mana. Voilà, j'ai un rouge. Et j'ai 2 couleurs spéciales. Voilà. Soleil et noir. Et comme il me faut plus de 50% ou plus de couleurs fondamentales, je relance le soleil et le noir. Je relance, voilà, ça me fait du noir et du blanc. Hop. Ensuite, on enlève les unités et on les renouvelle. Voilà, les unités ne sont renouvelées que entre chaque manche, tout simplement. À quelques exceptions près, mais en gros c'est ça. Après c'est des effets de jeu spéciaux, voilà, vous prenez 3 unités, voilà, donc des paysans, des arboristes et des arbalétriers du Thelme. La carte ici, qui est une action avancée la plus basse sur la colonne des actions avancées, vous la mettez sur la pile du joueur fantôme, ça va grossir sa pile, son deck plutôt. Vous faites glisser vers le bas, c'est la même technique, hop, voilà. Là vous prenez pareil le sort le plus en bas de la colonne des sorts, c'est du rouge, donc vous prenez un petit cristal rouge et vous le mettez dans la réserve du joueur fantôme. Donc vous voyez, autant il prend plus de cartes dans son deck, autant aussi il a de plus en plus de cristal, donc il risque de piocher de plus en plus de cartes. Et après, même principe, on fait glisser vers le bas. Et voilà, maintenant je vais m'occuper du joueur fantôme. Donc là, la carte tactique du joueur fantôme, elle disparaît dans les limbes, elle n'est plus disponible pour la partie. On mélange son deck. Voilà. Hop. Voilà, ça devrait suffire. Allez hop, on coupe. Montrer qu'on ne triche pas comme les pros, on coupe son jeu de cartes. Ensuite, donc là, on s'est occupé en gros de la maintenance générale.
Maintenant, on passe à notre Magi Knight. Donc, on réactive les unités qui ont été épuisées. On réactive aussi les compétences qui sont utilisables qu'une fois par manche, comme ceci. Voilà, paf. La carte test tactique, dans ce scénario, on l'élimine. Hein. Hop, elle va rejoindre celle du joueur fantôme. On ne pourra plus la choisir de la partie. Voilà, il y a quoi à faire? Il n'y a pas grand chose à faire là, il y a juste à mélanger son deck de cartes. Où il y a 6 blessures dedans, hein, je vous rappelle. Donc là, le deck il a bien grossi pour rien. Il va falloir que je me soigne rapidement, histoire de faire baisser tout ça. Je vois qu'il n'y a pas de clairière magique, il n'y a pas de village pour se soigner. C'est pas top top. Heureusement, j'ai un sort de soin et une carte de soin. Donc vous voyez, je peux déjà soigner pas mal de blessures. Encore une faut-il que j'ai du mana vert. Paf. C'est pour ça que j'ai pris le sort de soin, c'est parce que j'ai quand même pris 6 blessures, c'est beaucoup. Hein. Je coupe et je pioche 5 cartes. Alors là, je suis plus à côté de ma forteresse, donc je pioche que 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On prend les tactiques de nuit. Et on commence une nouvelle manche de nuit. Voilà. Donc là, pareil, on regarde ces cartes. Oh là là, j'ai pas de blessure et j'ai mon super soin, donc on va attendre d'accumuler de la blessure. Là, je sais ce que je vais faire, hein. Je vais aller massacrer l'individu qui est là, parce que j'ai exactement ce qu'il faut. Un mouvement de 2-3, je le provoque. Un mana blanc, attaque à distance 4, il est one-shoté, vous voyez. Donc ça va être vite vu ce que je vais faire. Longue nuit, non. Ça me permet de... Non. Enfin, ça me permet en gros, quand mon deck est épuisé, de remettre 3 cartes de ma défausse au hasard dans mon deck pour continuer à piocher des cartes. Mais vu que j'ai plein de cartes dans mon deck, c'est pas intéressant. Non, provision non, préparation non. Au pire, je vais prendre appel du mana, voilà, c'est intermédiaire. Voilà, le joueur fantôme, lui, hop, un dé. 1, voilà. Et il me prend une belle carte, provision, mais il joue après moi, donc je mets son petit jeton de jeu derrière le mien, et c'est à moi de jouer en premier. Voilà. Voilà, je vais faire une pause maintenant, messieurs, dames. Une pause technique, donc je vais couper la vidéo et on reprendra plus tard le début de la manche 2.